Bonsoir, donc je suis Annick Bureau de Leonardo Hollatz. Et Pauline Dorkel de l'Université Paris-Saclay. Donc bienvenue à cette rencontre laser, la première rencontre laser de l'année. Nous inaugurons un nouveau lieu cette année, ici dans l'auditorium de la Cité internationale. Nous inaugurons aussi, bienvenue d'une part aux habitués, puisqu'il y en a quelques-uns dans la salle, et bienvenue aux nouveaux. Parmi les nouveaux, il y a probablement quelques étudiants de Manuela de Barros de Paris 8. Il doit aussi y avoir théoriquement des étudiants d'Emmanuele Queens de l'ANSAD. Alors Manuela est là, Emmanuele n'est pas là parce qu'il rentre d'Italie. Et on lui a expliqué qu'il fallait qu'il reste chez lui. Donc voilà, mais je lui ai garanti que si ces étudiants étaient avec nous, on s'occuperait bien d'eux, très très bien, qu'ils n'avaient pas du tout de soucis à se faire. Donc bienvenue à cette rencontre laser. Je vais rappeler brièvement ce que sont les rencontres laser. Laser, ça veut dire Leonardo Art Science Evening Rendez-vous. C'est un programme qui a été initié par l'équipe de Leonardo aux États-Unis. Leonardo étant cette revue, vous en avez aussi une autre à l'accueil, qui est donc la plus ancienne revue Art Sciences Technologie dans le monde. Et les rencontres laser, c'est un petit peu l'idée de reproduire de manière organisée les rendez-vous de couloir ou de bar qu'on peut avoir dans les colloques. C'est-à-dire d'avoir des échanges et d'avoir une soirée de partage, une soirée de partage d'expériences autour de projets Art Sciences où des artistes et des scientifiques viennent vous raconter leurs projets et leur expérience et les partager avec vous. Et ensuite, comme vous le savez, il y a des moments conviviaux autour du buffet où tout le monde peut partager avec tout le monde. Donc à Paris, Laser Paris est co-organisé par Leonardo Hollatz, donc l'Observatoire Leonardo des Arts et des Technosciences, qui est la branche franco-européenne de Leonardo Maison Mère, qui donc publie la revue, et par l'Université Paris-Saclay, la Diagonale, le projet de dialogue sciences et société de l'Université de Paris-Saclay. Donc je vais vous dire en quelques mots, vraiment très très bref, ce qu'est Leonardo et ce qu'est Leonardo Hollatz. Donc je l'ai dit, Leonardo, c'est la plus ancienne revue Art Sciences Technologiques, aujourd'hui publiée par MIT Press, mais fondée à Boulogne-Billancourt en 1968 par quelqu'un qui avait cette double casquette d'ingénieur et d'artiste. C'est un ensemble de publications imprimées en ligne. Leonardo Hollatz, donc on est la branche franco-européenne de cette affaire-là. Et en France, on organise différentes choses. Donc les rencontres laser avec la Diagonale, comme ce soir. On a aussi le Leonardo Space Art Science Workshop qui va se tenir dans 2 semaines, qui est donc des rencontres portant sur art et espace extraterrestre, et qui cette année est dédié aux femmes. Et nous avons également des résidences, nous organisons des résidences dans la maison de famille, dans la maison Malina. Et ce soir, j'ai Francesca Franco avec nous, qui est une de nos résidentes. Donc la Diagonale Paris-Saclay, c'est le service sciences et sociétés de l'Université Paris-Saclay. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Université Paris-Saclay, parce que c'est donc une université qui regroupe en fait 14 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc il y a des universités, il y a des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, et également des organismes de recherche de type CNRS, CEA. Les rencontres laser ont démarré à San Francisco et se sont aujourd'hui étendues dans plus d'une trentaine de villes dans le monde, un peu partout. Donc chacun dans son contexte organise sur un même schéma, sur une même base, mais avec des variations, organise les rencontres de la façon dont on l'entend. Donc il se trouve que dans les rencontres laser à Paris, on a un fort motif que je qualifie entre guillemets d'aquatique.
donc qui ont des liens avec l'eau dans tous ces états. Donc ici, vous avez le projet d'Anna Revakovic qui travaille sur l'eau qui est dans l'air, donc les nuages, mais aussi le brouillard, etc. Et ça, c'était un projet soutenu par l'Indiagonale. Ici, vous avez Nicolas Floch sur ces deux projets qui travaillent sur plein de choses sous l'eau, pour le coup, mais notamment sur la déperdition et la mortalité, si je peux dire, du milieu subaquatique et différents systèmes de remise en état de cet espace-là. Ici, nous avons Victoria Vesna qui a travaillé qui a fait une installation en 3D et sur le plancton et la façon dont le plancton est affecté également par la pollution marine. Et ici, nous avons Olivier Adam et Aline Pénito, qui était aussi un projet diagonal qui portait sur le chant des baleines et la communication interespèces. Alors je vous signale que Olivier Adam, qui est donc le scientifique du duo, a mis en place, et c'est je crois jusqu'au mois de juin, à l'aquarium de la Porte Dorée, une énorme exposition sur les cétacés avec les baleines, les dauphins, mais tous les cétacés possibles et imaginables. Et pour ceux qui sont à Paris, je vous invite à aller la voir. Donc ce soir, nous poursuivons un petit peu dans cette vague. Absolument, nous continuons à surfer sur la vague et sur l'eau avec deux projets, comme vous verrez, très très différents de ce que nous avons présenté précédemment, mais différents l'un de l'autre, qui incluent donc des sciences humaines, la mécanique des fluides, des métaphores, des récits comme instrument méthodologique, de la poésie, du social, de la sculpture, et qui au final, me semble-t-il, ont quand même pas mal de choses à se raconter l'un l'autre. Donc je vais présenter notre premier duo. Alors là, il me faut papier, lunettes, parce que je ne veux pas oublier quelque chose. Donc, qui est composé de Javiera Teresina Risso et de Patrice Le Gall. Donc, Javiera est une artiste franco-chilienne qui est née à Santiago du Chili, mais qui vit à Marseille. Sa création artistique inclut divers médias et divers matériaux, de la photographie, des films, de la vidéo, de la sculpture, des installations. Au cœur de sa création, les notions de mouvement, de flux, d'impermanence, de flux qui peuvent être liquides, comme l'eau, mais aussi les flux urbains, les flux migratoires ou les flux d'information et plein d'autres choses encore. Patrice Le Gall, je me sens très très au milieu là, traité là où je devrais pas être. Attends, je vais bouger. Donc Patrice Le Gall est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre. C'est une unité mixte de l'Université Aix-Marseille, du CNRS et de l'École centrale Marseille. Moi, j'aime beaucoup ce titre, un phénomène hors équilibre. Je trouve que rien que ça ouvre pour les non-scientifiques à un imaginaire, en tout cas, très fort. Donc, Patrice Le Gall étudie l'écoulement des fluides dans toute leur diversité, que ce soit dans les déferlements des vagues, la bioluminescence du plancton, mais aussi dans les noyaux planétaires. Donc, je trouve aussi que ça, c'est intéressant, comment l'aquatique rejoint l'astronomie, sachant aussi qu'à Laser Paris, on tire un fil lié à l'espace et à l'astronomie. Javiera et Patrice se retrouvent tous les deux dans des projets Art Sciences, et ils se retrouvent notamment au point de rencontre de ces deux approches du monde, qui est l'art d'un côté et la science de l'autre, mais un peu comme à ce point d'équilibre, à ce point de bascule, précisément des phénomènes hors équilibre qui les fascinent tous les deux. Et voilà, et on s'était déjà rencontrés il y a longtemps, c'était en 2012, lors d'un colloque à Marseille. Donc je vais leur laisser la parole. 1, 2, 3, vous m'entendez ? Voilà, c'est parti.
Donc je m'appelle, comme disait Annick, je m'appelle Patrice Legal, je suis directeur de recherche au CNRS. C'est ma passion, mais mon métier, ce sont les fluides. Et c'est la mécanique des fluides, ça veut dire comment est-ce que les ondes, comment est-ce que les tourbillons se déplacent dans ces fluides. Et ce soir, j'ai envie de partager avec vous une idée, parce que vous imaginez qu'en une année de carrière, 10 ans de collaboration avec Raviera, c'est très difficile de faire passer en 10 minutes plein d'idées. Donc je vais partager quelque chose avec vous qui est pourquoi le déferlement des vagues. Alors on se doute bien que l'océan aujourd'hui est très important, que les vagues qui déferlent c'est très important, c'est ça qui va piloter les échanges entre l'océan et l'atmosphère. Donc quand on est dans une problématique de climat, c'est très important. Mais derrière tout ça, il y a des problèmes de physique qui sont aussi fondamentaux, qui arrivent. Et j'ai envie de vous expliquer, en commençant par une petite expérience, de vous expliquer le fil conducteur de mes recherches sur ce thème-là. Alors ma petite expérience, elle va être assez simple, mais comme je n'ai pas 3 mains, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, c'est une balle de ping-pong. Et je vais vous demander de l'écouter quand elle tombe. D'accord ? Donc on s'aperçoit que quand la balle de ping-pong tombe, le rebond... Ah, là j'ai un petit problème de rebond. Le rebond, on ne va pas regarder les maths, je vais vous expliquer ça comme ça. Le rebond n plus 1 est un tout petit peu plus faible que le rebond n, puisqu'il y a eu un peu de perte d'énergie, la balle s'est déformée, elle a envoyé des ondes sonores par exemple, elle s'est un peu déformée. Donc le rebond n plus 1 est un tout petit peu plus petit. Donc elle va revenir au sol un petit peu plus rapidement. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'un temps fini, la balle va pouvoir s'arrêter. Donc elle a fait un nombre infini de rebonds, mais ces rebonds sont de plus en plus petits. Et donc en un temps fini, elle s'arrête. Et si on regarde la fréquence des rebonds, le nombre de rebonds par seconde, on s'aperçoit que ce nombre de rebonds par seconde va diverger. Là, c'est 1 sur le temps. D'accord ? Si on mesure la fréquence de la balle, bing, 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 cette fréquence va diverger. Donc c'est ça la singularité. Donc en mathématiques, on appelle singularité, vous avez compris ? C'est quelque chose qui diverge en un temps fini. Donc c'est pas comme une exponentielle, vous voyez, quelque chose qui croît exponentiellement. Le nombre de personnes contaminées par le virus, par exemple. Ça croît exponentiellement, ça prendra un temps infini à tuer une infinité de personnes. D'accord ? Donc c'est différent. Alors, ça je pense que vous l'avez compris. Il y a un deuxième exemple qui est à une autre dimension. Vous avez tous entendu parler des ondes gravitationnelles. Ce sont les fameuses ondes qui avaient été prédites par Einstein et qui ont été observées, c'était en quelle année ? Je n'ai pas marqué, c'est en 2015. Donc c'était il y a déjà 5 ans. Donc elles ont été observées lors de la fusion de 2 trous noirs. Ce phénomène aussi arrive dans les vagues. Alors je vais passer au slide suivant. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'était les enregistrements de LIGO. Alors regardez, c'est la fréquence des ondes gravitationnelles qui a été enregistrée par ces appareils énormes, là, de quelques kilomètres, en fonction du temps. Et vous retrouvez ces formes, vous avez vu ces formes, les fréquences, qui sont comme ça, qui sont comme mon petit dessin là-haut. Donc les vagues. Alors les vagues aussi peuvent avoir des singularités en temps fini. Et qu'est-ce qui va devenir singulier ? C'est la pente de la vague. Alors il y a un modèle qu'on appelle le modèle de Burgers qui va faire des vagues et dont j'ai fait la simulation numérique ici. Donc je prends une vague toute gentille, comme ça, et je la fais se propager. Donc c'est un modèle. Et vous vous rendez compte que le front avant, ici, est de plus en plus raide. En fait, la hauteur des vagues va piloter sa vitesse. D'accord ? Donc plus la vague est haute, plus elle va pouvoir aller vite. Et vous vous rendez compte qu'en fait, la crête de la vague, elle est plus haute puisqu'il y a la hauteur de la vague en plus. Donc la crête de la vague va aller plus vite que le bas. Et c'est pour ça que le front va se raidir. Et si on fait une mesure de ce front, on va montrer également qu'il va diverger en un temps fini. Voilà. Donc ça, c'est le fil conducteur de ma recherche sur le déferlement. Et en fait, vous vous rendez compte que si je prends ce dessin,
qui était ma vague avant qu'elle déferle. Ici, elle progresse, et vous voyez le front de la vague qui se déforme et qui va déferler. Donc en fait, ce dessin, il existait déjà dans la littérature dans les années 70. Il avait été décrit par René Thom, qui avait fait la théorie de ce qu'on appelle la théorie des catastrophes, et qui avait décrit toutes les formes comme ça, des surfaces qui peuvent être pliées de différentes formes. Et celui-ci, en fait, ça s'appelle la fronce. D'accord ? Donc le pli, la fronce, et en anglais, c'est le cusp. D'accord ? Et donc c'est ça qui nous a animés. Et avec Raviera, donc, on a fait des expériences. Alors, on peut faire des expériences d'abord avec de la lumière. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on peut refaire une fronce avec de la lumière ? Et quand on fait un petit peu de mathématiques, très rapidement, on s'aperçoit que si on prend un miroir parabolique, comme ici, on envoie de la lumière dessus, on s'aperçoit que la lumière se focalise et qu'en fait, ici, on a exactement la même description mathématique que ce que je viens de faire. Imaginez que vous êtes à cheval sur un rayon de lumière. En un temps fini, vous allez arriver à ce point où là, l'intensité de la lumière va diverger. C'est en théorie, bien sûr, il y a d'autres phénomènes qui se passent qui vont empêcher le point d'avoir une température infinie, par exemple. Donc la question qu'on s'était alors posée, c'est est-ce qu'il est possible de faire focaliser des ondes à la surface du fluide pour les faire focaliser comme la lumière ? Alors oui, et on a travaillé sur ce problème-là donc, dans les laboratoires, et puis a germé évidemment l'idée, avec Raviera, pourquoi ne pas partager ça et aller plus loin sur ce projet qui est complètement fascinant. Et en particulier, donc, c'est une des œuvres qu'il y a quelques années que nous l'avions faite, et je vais te laisser la parole pour la décrire un petit peu plus en avant. Donc la question ici, c'est parce qu'en fait, on va faire une vague en se servant de cette focalisation de l'énergie, et on va voir si elle peut déferler. Et en la filmant avec une caméra rapide, on va en fait étaler dans le temps ce qui se passe. Alors c'est un peu difficile de faire la présentation après Patrice, qui était très 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 convaincant. Alors on va dire, on a commencé cette collaboration avec Patrice depuis plus de 10 ans, par différents projets. Au début, j'ai commencé par aller frapper à des portes dans différents laboratoires pour récupérer des roches d'expériences physiques sur la matière pour pouvoir faire après une installation vidéo sur un grand écran mural en installation extérieure. Et puis Patrice, comme il disait, il a travaillé avec le plancton et je me suis dit, on m'avait invité pour faire une exposition sur la lumière et je me suis dit, on pourrait travailler peut-être pour faire du plancton avec le plancton bioluminescent et faire une installation avec du vivant et créer une sorte d'orgue à lumière fait par ces algues bioluminescentes. Donc c'est comme ça que notre collaboration est née. Et petit à petit, on a vu qu'on avait une passion commune sur les vagues, les plis de l'eau. Et cette collaboration en 2013, c'était une collaboration issue d'une résidence à l'Institut Imera à Marseille. Et donc on a mis en place cette expérience parce qu'en fait, voilà, du coup, j'étais invitée pendant 2 ou 3 mois au laboratoire pour faire ces expériences et je travaillais en quelque sorte comme un autre laborantin, on va dire, à faire des expériences donc sur les vagues pour pouvoir les faire focaliser l'eau à un point précis, que c'est le point de singularité du COSP, comme a expliqué Patrice. Et on a trouvé un setup pour filmer avec une caméra rapide afin de voir l'ensemble des plis de la vague. Alors, je vous montre une petite vidéo. Bon, c'est à partir de cette vidéo, donc de ce premier, on va dire, manip en laboratoire, qu'on a filmé l'eau, l'ensemble des plis de l'eau et qui a servi après comme matériau pour moi pour faire une installation vidéo et une série de caissons lumineux comme des portraits de l'eau à ces différentes étapes. Et c'est une sorte de première collaboration. Et à partir de ces expériences qu'on a fait dans le laboratoire, Patrice a travaillé la partie scientifique, on va dire plutôt expérimentale et ce qu'il pouvait voir en tant que scientifique comme matériau pour lui. Et moi, je me suis appropriée de ce matériau pour faire mes installations. Donc ça, c'était pour nous, en fait, c'était la première collaboration. On avait vraiment réussi à trouver une sorte de terrain d'entente, un vrai dialogue, où on pouvait en même temps
par cet objet commun retrouvé, qu'on avait réussi à obtenir dans le laboratoire après plusieurs expériences, on avait commencé à trouver donc un langage commun. Parce que quand même, il faut dire que les codes des scientifiques, des artistes n'est pas forcément le même, le langage n'est pas forcément le même, les buts ne sont pas forcément les mêmes. Et là, on réussissait à trouver une forme qui chacun pouvait s'approprier pour sa propre discipline ou ses propres besoins. Après, il est venu une nouvelle collaboration. Cette fois-ci, on a été invité à Deauville pour une rencontre à Resciences. Voilà. Donc après, en fait, on a été invité pour faire une résidence à Resciences où c'était l'idée de créer des fontaines art science, un peu des fontaines qu'on allait proposer de créer en extérieur. Et avec Patrice, on avait eu, entre autres, et d'autres personnes, l'idée de créer une sorte de vague perpétuelle qui tournait dans ce bassin annulaire. Donc ça, c'est une première, on va dire, expérience dans le laboratoire. Pareil, j'étais aussi accueillie dans le laboratoire et on faisait plein de tests pour voir comment ça marchait, etc. Et avec l'idée après de faire une maquette en version, on va dire, là c'était 1,50 m de diamètre. Donc on fait cette première fontaine ou pareil, ou installation où on a une vague qui circule de façon perpétuelle dans son bassin, avec un système de création de la vague qui est assez, on va dire, énigmatique, parce qu'on n'arrive pas à le voir, il est caché. Normalement, les grandes façons de faire les vagues, normalement, c'est des grands poussoirs très lourds qu'on voit qui poussent l'eau comme ça. Tandis que là, avec Patrice, qui avait eu une idée assez intéressante, c'était de faire d'un petit jet d'eau. En fait, c'est comme un robinet qui envoie l'eau et qui permet de garder de façon perpétuelle cette vague en mouvement, quoi. Donc, ce qui était intéressant, c'est que on a exposé cette installation dans plusieurs expositions, mais une fois que les expositions sont finies, on a décidé de ramener l'installation dans le laboratoire pour faire des mesures. C'est-à-dire qu'une fois que l'œuvre était créée, on a fait des mesures par un stagiaire en M2, si je ne me trompe pas, qui voulait voir comment ça fonctionnait, cette résonance de la vague. Et même moi, j'ai fait aussi des mesures. Donc c'était aussi un jeu de rôle qui s'est changé, que j'étais plus seulement l'artiste, et Patrice n'était pas que seulement, on va dire, l'ingénieur technicien, mais on était dans un jeu de rôle qui devenait de plus en plus poreux et qui nous permettait donc de s'immiscer dans le monde de l'autre, dans la discipline de l'autre. Et puis après, en fait, comme on a trouvé la collaboration de plus en plus intéressante, en fait, on a eu la possibilité de faire une thèse. Donc, je suis aussi devant un de mes directeurs de thèse. Je fais une thèse donc en recherche et création à l'université d'Aix-Marseille, où l'idée c'était de représenter le monde à travers le rythme des océans. Tout ça inspiré par, on va dire, la pensée de Latour sur l'idée de la représentation des échelles écologiques et comment nous munir émotionnellement de ces grandes échelles. Et en même temps, voilà. Donc je vais vous montrer aussi. C'est aussi pareil. Alors, hop, comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors, l'idée pour moi de ce projet s'appelle To Recall Water During Days. Donc c'est un grand projet où pour l'instant j'ai réussi à faire 2 modules. C'est des installations, c'est l'idée de faire un paysage immersif avec des installations qui sont connectées à des bouées dans la mer, des bouées qui sont utilisées pour monitorer l'océan, comme disait Patrice, que c'est très important les vagues avec la relation avec l'atmosphère. Et du coup j'utilise le signal qui est dans la mer, dans ces bouées, pour venir animer mes installations, pour faire sentir aux spectateurs le mouvement de la mer ici et maintenant, mais qui se passe ailleurs. Avec cette idée de ressentir qu'on est quand même dans une planète faite principalement d'eau de mer. Donc voilà, ça c'est le premier module que j'ai réalisé en 2014 avec Patrice évidemment, parce qu'il y a eu toute une recherche autour de comment se comportait la vague, puis quelles étaient les équations qu'utilisaient les océanographes pour
comprendre le signal qui était envoyé par la bouée afin de retranscrire statistiquement l'état de la mer, donc, et qui venait après animer mon installation qui fait 6 mètres de long avec différents métaux. Et si je ne me trompe pas, 144 servomoteurs qui vont venir animer cette installation. Et ça, c'est avec des bouées qui sont dans l'océan Pacifique. Donc ça, c'était une grande installation. Ça nous a pris beaucoup de temps. Et on a travaillé avec d'autres personnes, des océanographes et des ingénieurs pour aussi toute la partie programmation. Et en fait, tout ça vient aussi d'un côté que ce qui m'intéresse dans cette collaboration art et sciences, c'est que la représentation de la mer, à partir de la révolution industrielle, en fait, la mer, elle est devenue un espace social qu'avant les gens ils n'utilisaient pas avec tout ce qui est les stations balnéaires ou des types de pas thalassothérapie, mais quand on allait se soigner au bord de mer. Et du coup, en fait, petit à petit, l'homme s'approprie l'espace de la mer, et en même temps, les peintres de l'époque commencent à représenter la mer d'une façon qui est différente. Avant, la mer, elle n'était on va dire, un décor pour les mythes ou pour des batailles navales, etc. Mais il commence à peindre la mer comme un élément, comme un paysage, comme un face-à-face à la mer. Et à cette même époque, on commence à essayer de comprendre le fonctionnement de la mer, à modéliser la mer, à essayer de créer des équations pour la modéliser. Donc, je trouve qu'à partir de là, il y a une vraie différence sur qu'est-ce que c'est la mer. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, les moyens technologiques, on peut aussi... j'aimerais passer à un cap supérieur pour dire, voilà, ça c'est le paysage d'aujourd'hui de la mer tel que je le conçois, mais qui est aussi le paysage connecté que le monde actuel nous présente. Et donc, ça c'est la version méditerranéenne de la vidéo. Ça c'est la dernière version, c'est la nouvelle version. Le nouveau module de ma pièce que sera achevé un jour, j'espère. Ça, c'est la mer Méditerranée, donc, avec une installation, cette fois-ci, avec 110 moteurs. Mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui est suspendu et qui a 2 faces. Donc, on peut tourner autour, comme la mer Méditerranée, en quelque sorte. Et là, c'est des bouées, pareil, 10 bouées qui sont dans tout le parcours de la Méditerranée. Voilà. Donc, c'est une pièce qui a été créée aussi avec une université en utilisant... le travail qu'on avait commencé avec Patrice en faisant des nouvelles améliorations. Voilà. Pareil, toute une partie. Pareil, pour moi, le pli est aussi quelque chose d'assez important dans le sens où il y a à la fois le pli qui crée une structure, mais aussi qui a un envers et une face, un endroit et un revers. C'est ça? Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai fait les 10 minutes ou... Parce que sinon, on a plein d'autres choses à montrer, mais voilà. Sinon... Voilà. Après, il y a eu d'autres versions de cette vague. J'ai eu des petites vagues plus en taille, on va dire, 1 mètre. C'est pas mal. Voilà. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions qui nous veulent des explications ou des commentaires? Oui. Et d'abord, je voulais me présenter. Je m'appelle Stavros Katsanevas. Je suis directeur de l'Observatoire européen des ondes gravitationnelles à Virgo, à Pise. Donc, je viens directement de Pise, à peine une demi-heure. J'étais fasciné par votre travail, vraiment très, très beau. Et là, ça montre... Je voulais simplement dire que ça montre vraiment que, par exemple, parfois l'intuition artistique est parallèle à l'intuition scientifique. Pourquoi? Parce que pour détecter, par exemple, les ondes gravitationnelles qui viennent du cosmos, il nous faut garder 2 miroirs qui sont, comme on dit dans notre jargon, en chute libre, à une distance fixe à 10 à 1 sur 1000 le diamètre d'un proton. Pour faire cela, pour être sensible donc aux signaux cosmiques, il faut être, disons, protégé, comprendre bien l'environnement qui nous entoure.
C'est-à-dire il faut protéger ces deux miroirs des ondes sismiques, des ondes qu'on peut avoir dans les nuages. Et très récemment, on a trouvé une relation avec nos amis écologistes qui voulaient mesurer l'impact des ondes sur la mer Tyrrhène. Donc nous, on peut détecter toute masse qui bouge est détectable par un observatoire d'ondes gravitationnelles. Comme j'ai dit souvent, seuls les anges qui n'ont pas de masse ne peuvent pas influer sur cet objet. Et donc, parce que les phénomènes climatiques ces jours font que ces ondes-là sont de plus en plus violentes, qui augmentent l'érosion, influent sur la biomasse, non seulement vit là, mais aussi en fait endurcit cette côte. C'est vraiment la protège d'une certaine façon. Donc, pour mesurer tout cela, on a besoin de nos mesures, donc on a fait, d'accord, on partage nos données. Donc on voit qu'on a vraiment, pour comprendre le cosmos en tant qu'univers, on a besoin de comprendre le cosmos en tant qu'environnement, et à l'aide des ondes gravitationnelles, comme vous avez très bien montré, jusqu'à la mer, aux autres ondes qui existent, même les ondes sismiques, les ondes dans la Terre, c'est très intéressant. Il y a une continuité, de pensée. Et bon, après, on peut aller aux autres cosmos comme société, cosmos comme monde intérieur, mais bon, restons sur ces deux que vous avez magnifiquement montrés. Donc, je voulais parler de ça un peu pour donner une lumière de mon point de vue. Oui, je vais prendre la parole en tant que surfeuse. Et du coup, exprimer le plaisir que j'ai à voir votre travail, votre compte-rendu, et aussi un peu de perplexité, parce que il me semble que c'est une gageure de vouloir exprimer la singularité d'une vague ou d'un ensemble, d'un phénomène. La vague de la Méditerranée n'étant pas celle du Pacifique, qui n'est pas celle du sud de l'Australie, etc. Tenter de la matérialiser aussi, par des objets qui ne sont pas de l'eau, ou pas toujours de l'eau, puisqu'il y a aussi des installations avec de l'eau. Tenter de montrer un modèle réduit de quelque chose qui est, en tout cas pour beaucoup d'humains, un modèle d'infini. Et puis, l'autre chose qui est que une vague, quand on la regarde de l'extérieur et quand on est dedans, et qu'on est d'un côté ou de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Et même, on peut être dessous. Et du coup, ce rapport, comment dire, la visualisation d'une vague, comment rendre compte de sa puissance, du fait qu'on est sans arrêt en train de vivre ou de vouloir exprimer quelque chose qui est d'abord une puissance, d'abord imprévisible, une puissance qu'on ne peut pas imaginer. Bon, peut-être en Méditerranée un peu moins qu'à Porto Escondido, mais bon, quand même, c'est quelque chose qui a une vraie puissance, qui a une énergie interne avec laquelle on doit à la fois, il faut y résister un peu et aller dans son flux, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Bref, voilà. Donc, je voulais appuyer sur la gageure et la difficulté, j'imagine, que vous avez eu à la fois dans la modélisation scientifique, mais aussi artistiquement, les choix, vous questionnez sur les choix que vous avez dû faire pour rendre compte de cette fluidité des choses. Je ne sais pas si je peux répondre concrètement à cette question, mais ce que je peux, effectivement, on ne peut pas tout représenter. Ce n'est pas l'idée de représenter concrètement quelque chose, sinon on est face à la mer, c'est une pièce. Donc il y a déjà ça, et puis il y a quand même dans les pièces, il y a toute cette idée vraiment de surface et d'intérieur également, avec la surface lisse qu'on voit réfléchissante, et à l'intérieur tout le mécanisme de pistons et de moteurs qui sont finalement ceux qui agissent pour créer le mouvement. Donc il y a quand même cette idée de profondeur, de cachet, de part un peu de mystère qui quand même se laisse voir, mais pas tout à fait.
rajouter qu'une fois au laboratoire, donc on mettait au point la pièce avec les bandes métalliques et on avait câblé la bouée qui était au large de Honolulu. Et d'un seul coup, les moteurs s'emballent. Et on se dit, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe? Les vagues faisaient plus de 10 mètres. Et donc, depuis ce jour-là, on a rajouté un seuil sur nos moteurs en se disant que quand les vagues sont trop grandes, en effet, on est obligé, si on ne veut pas détruire notre propre œuvre. Donc c'est assez intéressant de penser qu'il y avait les vagues destructrices à Hawaï et qui étaient presque à casser notre installation, quoi. Oui, mais je trouve que ça c'est intéressant parce que cette histoire d'interface, enfin cette histoire de le point de rencontre que vous avez retrouvé tous les deux et ce moment de bascule, enfin ce moment où infinitésimal où ça va passer de l'équilibre au déséquilibre et ça je trouve que ça le traduit bien. Enfin c'est cette idée que ce qu'on capte c'est un moment figé du temps qui n'existe pas, enfin qui est inappréhendable. Et ce moment où je sais qu'un soir avec des amis on avait une discussion un peu absurde, enfin ces discussions qu'on pousse à l'absurde, qui était où est le rivage, où est le bord, où est le rivage, où est la mer, nulle part quoi. Donc on avait passé 1 heure, on était très contents de nous. Voilà. Bon. Mais c'est ces discussions un peu juste pour le challenge quoi. Et je trouve que c'est ça qui essaye d'être capté là, ce point infinitésimal entre le cosmos et la Terre, entre la Terre et l'eau. Enfin voilà. Donc je trouve une espèce de fusion à cet endroit-là. Je suis en train de faire du commentaire, mais c'est pas grave. Oui. Vas-y, sinon. Ouais, juste pendant qu'ils se posent la question, juste 1 minute. Sur les vagues sont jamais les mêmes, c'est ça. Hein, sont jamais les mêmes. Alors, une petite anecdote qui a été effleurée par Ravira, toujours sur notre vague solitaire. Donc, elle était présentée au Muséum du Havre. Et je vais vérifier un jour, et donc je rentre dans le muséum, je demande aux personnes qui étaient en charge de l'installation si tout allait bien. Ah oui, pas de souci, nous l'avons mise en route ce matin, il n'y a pas de souci. Et je rentre dans la pièce, pas de vague. Et je m'approche, tout semblait fonctionner normalement, le petit jet qui excite, qui amène l'énergie à la vague, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé, donc incompréhension totale, hein, on ne comprend pas ce qui se passe. Et pour la démarrer, si je me souviens bien, on l'a démarrée à la main, c'est ça. Donc il fallait la démarrer à la main et ça marchait. Mais par moments, elle s'arrêtait. Et donc c'est un petit peu embêtant quand on présente une œuvre, le public est là, et où est la vague, hein? Il n'y en a pas. Et on l'a ramenée au laboratoire et on s'est aperçu, et après on a fait un petit peu de recherche dessus aussi, et on a fait des mesures. Ravira a fait des mesures et on s'est aperçu qu'il y avait 2 solutions pour certaines fréquences, pour certaines vagues. Il y a des vagues qui ont amplitude presque 0 et exactement dans les mêmes conditions. Il y a une autre vague qui existe mais qui est grande. Voilà. Donc c'était pour montrer la fragilité du système hein, qui peut basculer d'une petite vague à une grande vague par une petite perturbation. Oui, moi j'avais une question. Enfin bon, déjà je suis assez passionné par ce rapprochement art-et-sciences, et puis votre travail, il en ressort vraiment cette synergie. Et pour rebondir avec ce que disait Stravos, ce qui m'intéresse, c'est que vous disiez un peu plus sur cette continuité de la pensée, comme le disait Stravos, et de ce parallèle de l'imaginaire, c'est-à-dire, à un moment, Xaviera, elle parlait d'un langage commun. Moi, j'aimerais bien vous entendre chacun sur cette question du langage commun. Voilà. Vaste question, ouais, le langage commun. C'est vrai qu'au début de nos discussions, il y avait des mots qui signifiaient des choses différentes dans chacun de nos domaines, quoi. Je me rappelle on s'est accroché sur le mot flux, par exemple, ou des choses comme ça. Je pense que chacun doit rester dans son domaine, tu vois. Je vais pas devenir un artiste, même si je
peux produire, où j'ai participé à la production d'œuvres d'art. Et je pense que Ravira, même si elle est venue au laboratoire, ne sera pas non plus une scientifique. Donc il faut bien voir qu'on est chacun dans nos domaines d'excellence, on va dire, sans être prétentieux, mais qu'il y a une frontière entre l'art et la science, et que cette frontière, toi tu disais porosité, moi je la vois floue, cette frontière, on essaye de l'épaissir, et c'est en épaississant cette frontière qu'on a on a le langage commun, peut-être pas, mais on arrive à des points de rencontre où tous les deux, on sait que ce moment-là est le moment où on a fait quelque chose. C'est des choses qu'on n'exprime des fois pas. La vague que vous avez vue qui déferle, hein, avec toutes les petites rides, etc., on a fait 50 expériences. Et on n'était jamais satisfait. Et puis quand on a fait cette expérience-là, celle que vous avez vue, on a su tous les deux, sans se parler, sans mots. Tu vois, on a aussi une sensibilité personnelle qui, souvent cachée en science, beaucoup plus révélée en art, mais qui existe. Et on a su qu'on était arrivé à ce qu'on voulait faire, à ce qu'on voulait vous montrer. Peut-être on n'a pas le langage commun, peut-être, mais on a des terrains d'entente. Je pense que ça, c'est important, même si, évidemment, on n'a pas les mêmes objectifs et pas le même vocabulaire, pas le même comportement, c'est pas le même code à l'intérieur du laboratoire que dans un atelier d'artiste. Effectivement, il y a tout ça qui entre en jeu. On peut pas l'isoler. C'est tout un packaging, un pack, en fait, et on réussit à trouver des terrains d'entente. Je pense que ça, c'est important. Et plus je lis des expériences de collaboration entre art et sciences, plus je vois que c'est dans la particularité des collaborations qu'on retrouve une sorte de généralité, pour ainsi dire. Chaque fois que je lis sur des collaborations, ils disent oui, c'est l'humain qui passe d'abord. Et je pense que c'est vrai, on peut pas forcer une collaboration entre un artiste et un chercheur s'il n'y a pas un feeling qui passe. Je pense que c'est ça qui est assez important, en fait. Eh bien, merci à tous les deux. Je sais que je frustre plein de monde, mais vous aurez l'occasion et on aura encore l'occasion de leur reparler. Donc, on va les remercier. Notre deuxième duo de ce soir est un projet qui s'intitule Tell as a Tool. Et c'est un projet qui est soutenu donc par la Diagonale Paris-Saclay dans leurs divers appels à projets. Donc, il est porté par Aurélien Gamboni et Sandrine Texido. Désolée. Donc, je commence par Aurélien. Donc, Aurélien est artiste. Il enseigne à la HED, qui est donc la Haute École d'Art et de Design de Genève, avec une réputation internationale. Et il a notamment collaboré au projet de recherche The Anthropocene Atlas of Geneva, donc l'Atlas Anthropocène de Genève. Il est également commissaire d'exposition et il a notamment été commissaire à l'espace d'Hartford. Sandrine Texido est anthropologue. Donc je dois dire que je suis très contente qu'on ait un peu de sciences humaines, parce que c'est vrai que dans les collaborations art-sciences, on a toujours tendance à mettre l'accent sur les sciences dures. Et voilà, et donc c'est le deuxième projet sciences humaines, je crois seulement le deuxième qu'on propose dans les rencontres laser, donc je suis vraiment très 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 contente. Donc elle est anthropologue, elle enseigne à Centrale Supélec, Université Paris-Saclay et à l'Université de Toulouse. Elle est aussi commissaire d'exposition pour les nouveaux commanditaires, qui est ce programme soutenu par la Fondation de France. Donc Tell as a Tool est un projet d'art et d'enquête qui les a conduits au Brésil, aux États-Unis, en Norvège, et qui prend la nouvelle d'Edgar Poe, La descente dans le maelstrom, comme point de départ et comme outil de travail. Donc je leur laisse la parole. Alors bonjour, alors nous on travaille avec des récits, donc on va tout de suite vous en distribuer, parce que c'est ce qu'on fait systématiquement. On aime bien partager des récits. On va commencer par ça et vous pouvez les regarder tout au long de notre présentation.
Et on aura l'occasion d'en parler après, ou si vous avez envie de lire quelque chose qui vous a touché, qui vous a marqué, n'hésitez pas. Donc nous, avec Aurélien, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et on va vous raconter tout ça. Donc, comme a dit Annick, moi je suis anthropologue et Aurélien artiste, mais on a petit à petit un peu tout fondu. Et on a commencé à développer une sorte de méthodologie en commun. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, tout à fait. Peut-être ce qu'on peut mentionner pour situer un petit peu le contexte dans lequel on a commencé cette collaboration, c'est que tous les deux, on s'est rencontrés à Paris. Sandrine était à ce moment-là à Paris, moi à Genève. Ensuite, on a collaboré. Sandrine était à Rio, moi à Genève. Ensuite, Sandrine à Toulouse, moi à Genève. En fait, il n'y a que moi qui ne bouge pas. Voilà. On s'est rencontrés dans le cadre de Sciences Po Paris, ce programme qui s'appelle SPIP, fondé par Bruno Latour et Valérie Pillet. Et c'était la toute première année, et c'était un contexte très particulier. C'était juste après le sommet de Copenhague de négociation sur le réchauffement climatique, enfin l'échec du sommet de Copenhague. Et nous, donc, on arrive tout à coup à Sciences Po, Sandrine comme anthropologue, moi comme artiste. Et puis on a comme ça toute la classe des diplomates et des négociateurs, etc., qui sont un peu en PLS, en état de choc post-traumatique. C'était très particulier comme contexte. On a eu l'occasion de travailler un petit peu sur l'impact de ce sommet, sur des scientifiques, sur des diplomates, etc. Et donc nous, on arrivait à ce moment-là où on se prend un espèce de mur avec cette question de justement comment essayer de faire prise sur des enjeux complexes, massifs, qui nous dépassent. Et on se posait la question de voir comment est-ce que, enfin aussi à travers un intérêt commun pour les récits, comment est-ce qu'un texte de fiction pourrait nous aider à essayer de saisir des questions d'adaptation et de perception des risques environnementaux et aussi peut-être à mobiliser des publics concernés à travers des situations d'enquête. Donc là, on est parti avec un récit que d'ailleurs Aurélien a amené, qui est une descente dans le maelstrom d'Edgar Allan Poe, qui a été publié en 1841. Alors vous avez sûrement tous lu Edgar Allan Poe, mais on se souvient rarement de cette nouvelle, parce qu'elle est très différente des contes d'horreur et fantastiques. C'est l'histoire de 3 marins qui sont pris dans un tourbillon, un maelstrom, au large des îles Lofoten. Et de ces 3 marins, qui sont en fait 3 frères, un seul va survivre. Et il va survivre d'une façon assez étonnante, puisqu'il va s'attacher à un tonneau. Et quand les eaux du maelstrom vont se refermer, le tonneau va, comme ça, j'allais dire diverger, j'étais aller vers le rivage, et il va être sauvé. Alors, pour arriver à ça, il va passer par un certain nombre d'émotions, un certain nombre d'étapes, un certain nombre d'observations dont on va vous parler. Mais l'autre chose aussi qui est assez caractéristique de ce récit écrit par Poe, c'est que ça commence par c'est une sorte d'emboîtement, de récit emboîté. Hein, c'est un narrateur qui est avec le survivant sur une montagne, donc vraiment en surplomb comme ça, et donc il regarde le maelstrom, et la nouvelle commence comme ça. Ils observent le maelstrom, et le témoin, le marin, lui raconte son histoire. Alors, en partant de ce récit et en se disant qu'il pouvait aider à mettre en scène certaines de ces questions, certains de ces enjeux environnementaux actuels, c'était un petit peu notre hypothèse, on s'est dit qu'il fallait essayer de voir quelles étaient ces modélisations. Alors, c'est des modélisations qu'on a tenté d'approcher par le dessin pour les rendre visibles et aussi pour pouvoir les communiquer plus aisément. Donc, c'est un peu cette situation d'être pris dans un espèce d'environnement de chaos. Donc c'est un gigantesque tourbillon, il y a une multitude d'objets qui circulent comme ça, qui sont pris, des débris de bateaux, etc., d'autres animaux, des baleines, etc. Et donc d'être pris au piège dans un certain système dynamique qui a sa propre logique. Et celui qui va parvenir à survivre, c'est celui qui arrive à analyser justement la dynamique de circulation de ces objets. Il commence à se demander quel objet va descendre le plus vite en bas. Et là, Poe invente une sorte de... une astuce scénaristique, mais qui serait une sorte de loi de physique
qui ne semble pas tout à fait exact, mais bon, faudrait qu'on investigue un peu plus, qui reviendrait à dire que les objets très volumineux descendent beaucoup plus rapidement au centre du maelstrom où ils vont se faire broyer, tandis que des objets petits et surtout des objets cylindriques, justement, voilà, ils restent comme ça tout le temps dans le même sillon. Et donc, si on veut quelque part, un des enjeux qui nous intéressait beaucoup et à modéliser ici, c'est la capacité du marin qui arrive à observer, analyser et justement se fabriquer en situation et en situation de risque une représentation mentale de son propre environnement pour trouver une échappatoire. Et en se comprenant lui-même en tant que partie d'un tout et assez décentré en fait. Puis une autre représentation, justement, Sandrine mentionnait les émotions, et puis on mentionnait aussi que dans le contexte dans lequel on a commencé à travailler, c'était quelque chose de très fort. La réponse émotionnelle était beaucoup questionnée. Et c'était intéressant de voir, en fait, quelles sont toutes les émotions que suivent le marin qui va parvenir à trouver justement cet échappatoire. D'abord avec la terreur, il n'arrive pas à bouger, il est paralysé. Après le désespoir en entrant dans les cercles du maelstrom, c'est un petit peu l'enfer de Dante, hein, si vous voulez. On abandonne tout espoir en rentrant dans l'enfer. Et ensuite, l'admiration, il y a un moment de sublime comme ça, de beauté paradoxale justement de ce paysage effroyable, etc. La curiosité, le courage. Donc on a essayé de retracer. Et ça semblait aussi un peu intéressant dans la mesure où ça contredisait l'idée que les émotions... si on veut, nous paralyse ou qu'il faut parvenir à les maîtriser, à les dominer, etc. Là, en fait, il suit une espèce d'évolution, une progression émotionnelle qui lui permet d'acquérir une meilleure compréhension de son environnement et de trouver justement une façon de s'en tirer, et qui est décrite de manière extrêmement méticuleuse. Donc, le premier geste qu'on a fait, la première collaboration concrète, c'était pour une toute petite exposition, d'abord à Bâle, ensuite à Lausanne. En fait, on a essayé de voir quels étaient les types de récits qui gravitaient autour de cette histoire de peau et qui essayaient de comprendre ce récit comme une sorte de modélisation justement de ces enjeux environnementaux. Et on a fait, moi j'ai écrit une petite maquette et Sandrine a créé un texte. Donc c'était dans l'exposition. Si vous voulez, on reste un peu dans la thématique assemblée de négociation. On imaginait le centre de cette assemblée-là, c'est le maelstrom, et autour vont graviter un certain nombre de sources. Parmi lesquelles, alors on le fait très rapidement, mais on a quand même des histoires de surfeurs, donc ça c'est très bien. En bas à droite, Marshall McLuhan, 1967, si je ne me trompe pas. Il faut apprendre à surfer le tourbillon de l'information électronique, donc en citant Poe directement. Donc lui-même comprend le maelstrom comme une modélisation dans un contexte de transformation technologique comme ça, extrêmement rapide. Norbert Elias qui essaie de comprendre comment est-ce qu'on s'adapte à une situation de risque, justement en pratiquant une forme de distanciation émotionnelle, aussi en utilisant Edgar Poe, et qui va, il y a d'autres résonances biographiques aussi intéressantes de son côté, et puis Annie Hudson Taylor, qui elle va se jeter des chutes du Niagara dans un tonneau, c'est la première personne à le faire, elle avait 61 ans ou quelque chose comme ça. Donc on se retrouve avec une sorte de galerie de personnages qu'on convoque autour de ce récit sur le maelstrom, avec la question de savoir comment est-ce qu'on va ensuite porter tout ça en enquête. Voilà, donc c'est le récit qui nous réunit. C'est le récit d'ailleurs qui est vraiment notre langage commun à la base et qui fait qu'on a tout de suite un petit peu fusionné nos méthodes autour de cette idée du récit, mais avec cette question: comment on porte ce récit-là et les récits qu'on a commencé à récolter, ne serait-ce qu'en outillant la nouvelle, de récolter le récit de McLuhan, de Norbert Elias, etc. Comment on transporte ces récits en enquête, comment on les fait voyager, comment on les raconte. Puisqu'en fait, après, on est assez rapidement parti en enquête, on est parti au Brésil. On est parti en Norvège plusieurs fois, au Brésil plusieurs fois, puisqu'on a été à Porto Alegre, d'abord sur une enquête autour des inondations, de l'histoire des inondations de la ville. Ensuite, on est parti en Norvège parce qu'on avait envie d'aller sur les traces en fait, d'Edgar Allan Poe. Et puis évidemment, ces traces-là nous ont amenés encore plus loin. On est allé au Lofoten, mais après on est allé à Tromsø, dans l'Arctique.
pour explorer d'autres thématiques. Et on est parti aussi aux États-Unis, à Buffalo, justement, qui est juste à côté des chutes du Niagara. Donc on a commencé à avoir ces enquêtes qui, très rapidement, ont commencé à s'enchasser, à s'entremêler. Et c'est là que se posent un petit peu des questions méthodologiques. Parce que quand on fait de l'anthropologie, on est assez habitué à enquêter, on est assez habitué à avoir des terrains multisitués, comme on dit dans notre langage, à avoir des problématiques qui sont imbriquées. Et puis, en plus, on a des méthodes d'enquête, on a des méthodes qu'on appelle observation participante, etc. Et des entretiens, des récits de vie. Et évidemment, on a commencé à mobiliser ça, mais je crois que ce qui est intéressant avec ce que j'ai découvert et ce qu'on a développé avec Aurélien, quand on est anthropologue et qu'on travaille avec un artiste, c'est que quand on est anthropologue, on est tendu vers un but, vers la collecte d'informations, vers les entretiens, on est tendu vers la restitution, le compte-rendu, vers l'évaluation aussi par les pairs. Et je crois que l'art et la collaboration avec Aurélien, ça a été de voir en fait tous ces petites méthodes, tous ces petits moments, non pas comme des méthodes tendues vers un but, une restitution, une évaluation, mais comme des matériaux propices à créer des formes artistiques en elles-mêmes. L'entretien devenait la possibilité d'une forme, d'une manière de s'assembler. Le fait de marcher, ce qu'on fait quand on est anthropologue, sur des lieux, devenait une forme possible qu'on pouvait explorer. Donc ça, c'est des choses qui nous ont et qui continuent à nous poser des questions, parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, on se repose ces mêmes questions. Mais en tout cas, la première chose, la première difficulté, ça a été quand même, pour revenir à ce récit, d'emmener ce récit. Parce qu'en fait, c'est pas évident. Quel statut a ce récit? Comment on le raconte? Donc on a commencé à se poser vraiment des questions à la fois éthiques, mais aussi formelles, de se dire comment on va présenter ce récit. Donc on a commencé à faire des petites éditions qui étaient à chaque fois spécifiques au terrain d'enquête où on était. Donc ça, c'est une édition, la première édition qu'on a fait quand on est parti au Brésil. On a en plus emprunté au niveau esthétique la xylogravure qu'on retrouve dans la littérature de Cordel au Brésil. Et on l'a mis, et surtout on a fait une recherche sur la traduction, puisque Edgar Allan Poe est traduit évidemment partout, mais il y a, on va dire, des traductions un petit peu officielles. Mais ce qui nous a intéressé, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait d'autres gens moins connus, il y avait des traductions alternatives, et que ces traductions, parfois, elles reflétaient, elles étaient empreintes un peu du lieu où vivait le traducteur. Par exemple, pour le Brésil, on a travaillé comme on était à Porto Alegre, avec un traducteur qui était du sud, encore plus au sud, à Florianópolis. Et c'est une traduction qui nous a beaucoup plus touchés, beaucoup plus intéressés, parce qu'elle était plus empreinte de ce sud brésilien. Donc à chaque fois, on a fait ça. Hein, quand on est parti en Norvège, on pourra la raconter après, là on n'aurait pas le temps, mais on a des anecdotes, on essaye toujours de trouver le traducteur. Il y a des fois, on le trouve par hasard d'ailleurs. Donc il y a vraiment un souci de quelle traduction on va avoir, comment on le met en page, et ensuite comment on le raconte. Et comment on raconte ça, donc généralement on arrive et puis on raconte l'histoire, et puis ça fait surgir des histoires chez les gens qu'on a. On essaye de pas du tout avoir un rapport de questionnement qu'on pourrait avoir en sociologie par exemple, ou plus en anthropologie. Donc on a vraiment un rapport d'échange. C'est un peu cette idée du don, quoi. On donne un récit et généralement ça provoque un contre-don. Et ça, on fait ça aussi bien avec des pêcheurs, des communautés, que des ingénieurs ou des politiques, etc. C'est qu'on a un peu de cette méthode du don contre don. Voilà, donc comme on a ces espèces de séries d'enquêtes enchâssées voilà, sur plusieurs terrains différents, alors on ne peut pas parler de tous, ça fait quand même 10 ans qu'on développe cette petite histoire. Donc on va prendre l'exemple qui est un peu le plus évident, c'est celui où on va dans les îles Lofoten, après avoir passé pas mal de temps à Porto Alegre. On porte cette histoire-là aux îles Lofoten, on le ramène là où se trouve le vrai Maelstrom, ça s'écrit un petit peu différemment, et qui est un terrain particulièrement intéressant, pas uniquement parce qu'il y a le vrai phénomène qu'on n'a pas beaucoup creusé du côté de la dynamique des fluides, et vraiment il faudra qu'on s'y mette une fois. On nous a raconté plein d'histoires dessus, plein d'explications dessus, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes vraies, mais quand même on les écoute. Mais comme disait Sandrine, voilà, on rencontre des gens extrêmement différents, des climatologues, des géologues, des biologistes, etc., des pêcheurs, des activistes.
Et ce qui était vraiment clé, puis aussi, je pense aussi, enfin, voilà, pour moi en tant qu'artiste, cette espèce de biais un petit peu différent, c'est cette idée, on amène déjà un truc, on amène un récit, eux ils nous racontent leur histoire, ils nous racontent comment est-ce qu'ils perçoivent des transformations environnementales autour d'eux, quels sont les savoirs et les savoir-faire qu'ils développent. Ils réagissent sur des questions de réponse émotionnelle, ils réagissent sur McLuhan, ils réagissent sur Norbert Elias, etc. Et en fait, on est dans un échange. On n'est pas juste à venir capter des récits et on les restituera ailleurs, mais on est vraiment dans un échange. Et au fur et à mesure de chaque discussion, la modélisation du maelstrom, on doit l'affiner et ça l'amène à un autre endroit. Et on en apprend aussi sur ce récit un petit peu différemment. Alors pour dire sur les Lofoten, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment à la frontière de l'Arctique. Il y a toute la question de l'impact des changements climatiques dans l'Arctique, mais vraiment dans cette région un peu d'antichambre comme ça de l'Arctique. Des projets de conservation. Il y a énormément tout un patrimoine autour de la pêche qui date de centaines d'années, voire de milliers d'années. C'est un lieu absolument capital pour la reproduction du cabillaud. Et tout à coup, énorme controverse sur le développement de l'industrie du pétrole dans l'Arctique. En fait, on arrive justement d'un moment intéressant, c'est la grande bataille du pétrole, la bataille des Lofoten, qui dure depuis quelques années déjà, mais qui bat son plein au moment où on arrive. On voit des groupes activistes, on voit la population être très, divisée sur la question, parce qu'il y a toujours cette même rengaine. Avec l'argent du pétrole, on va pouvoir se développer, on va même pouvoir faire des projets écologistes. Et même avec des artistes, c'est génial. Donc nous, on entend ça. Puis évidemment, des personnes qui se posent la question de savoir, vu qu'on va de toute façon aller vers un futur post-pétrole, comment on gère cette transition-là? Est-ce qu'on est capable de laisser du pétrole non extrait? Et donc c'est un moment qui est particulièrement intéressant pour ça. Ça, évidemment, c'est toutes les questions qu'on peut un petit peu deviner avant d'arriver. Mais ça prend des formes dans ces échanges et ça prend des formes dans ces entretiens qui sont des fois un petit peu surprenantes. On va rencontrer des histoires un peu plus surprenantes, comme tout à droite, c'est une usine marémotrice flottante qui essaye de transformer l'énergie des vagues en électricité, qui vont placer sur un des maelstroms de l'archipel, pas le maelstrom qui nous intéresse, mais pas celui de Pau, mais en fait il y en a toute une série, et qui va se faire broyer par la force des vagues. Et donc on parle avec l'entrepreneur qui a perdu tout son argent dans cette histoire-là. On entend des histoires d'anciens villages de pêcheurs abandonnés qui bordaient le maelstrom sous cette grande montagne, sous cette falaise d'El Sega. Il fallait apprendre à vivre avec ce phénomène. Donc beaucoup d'histoires assez intéressantes. Et évidemment, là où l'enquête devient le plus intéressant, c'est le moment où on commence à déraper, où on dérive sur autre chose, où on se fait embarquer dans un truc qu'on n'avait pas du tout prévu. Et pour nous, ça a été le moment où on a voulu aller voir le vrai maelstrom, enfin d'aller nous-mêmes sur les eaux. Donc on trouve un ancien pêcheur reconverti dans le tourisme, c'est la seule manière d'aller. Et donc on va aller voir ça. Il devrait y avoir du son. Voilà, donc en gros, on voit absolument rien du tout. Il y a un brouillard incroyable. En fait, plus on approche du lieu, plus il y a de brouillard. L'eau est particulièrement calme. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, on était un peu naïf, évidemment, qu'il n'allait pas nous amener là au moment de la marée. C'est un rapport avec le flux et le reflux de la marée. C'est au moment où ça allait être dangereux pour nous. Donc, il nous amène au moment où il n'y a rien à voir, évidemment. Ce qui était assez joli aussi en termes d'enquête, de se déplacer pour n'aller rien voir. Par contre, évidemment, quand on voit rien, on voit des autres choses. Et en fait, tout du long de ce petit voyage, on voit émerger des formes noires et on se rend compte qu'en fait, il y a des orques qui nous tournent autour et qui nous accompagnent tout du long du trajet. Et quand le brouillard se dissipe, on les voit bien, on les prend en photo. Il y a 2-3 autres touristes avec nous sur le bateau. Ils sont super contents avec leur big objectif. Et comme on a vu qu'il y avait une spécialiste de communication, des mammifères marins dans l'archipel aussi, on va la rencontrer. Et puis elle s'appelle Heike Wester, et puis elle nous dit quoi vous avez vu des orques? Moi j'en vois plus depuis des semaines, je suis extrêmement inquiète, etc. Et donc situation assez inattendue, on doit lui montrer les photos, et puis elle ne veut pas nous croire. Et elle nous fait écouter des sons. Donc elle, ce qu'elle fait, elle plonge son hydrophone dans l'eau, elle enregistre le son des baleines, et puis elle essaie d'analyser justement leur communication, sauf que là, ce qu'elle se retrouve de plus en plus fréquemment enregistré comme son, c'est celui-là.
Donc voilà, un son comme ça, sourd, répétitif, tous les 7 ou 8 secondes. Comme ça. Et on est assez surpris parce que ce que tout le monde nous raconte, c'est qu'il y a un moratoire sur le pétrole, ils ne sont pas en train de forer dans la région est une des rares qui est protégée le long des côtes de Norvège, etc. Puis ce qu'elle nous explique, en fait, c'est que ça sert à peu près à rien. De toute façon, dans l'océan, tout est connecté. À quoi ça sert de protéger une zone ? Pas pour dire qu'il ne faut pas de protection et qu'il ne faut pas cette lutte, mais je veux dire, c'est un peu l'avant-garde de cette lutte-là. Mais le fait, c'est que voilà, l'impact des activités pétrolières partout ailleurs, et c'est même pas les forages, c'est les tests sismiques. Ils utilisent des canons à air comprimé sous-marins pour tester justement les sols sous l'océan. Et ça fait un bruit gigantesque qui peut voyager sur 2000 km. Donc 2000 km de circulation des sons et qui affecte ensuite justement les orques et les baleines et les dauphins, etc. Donc on se retrouve avec une question assez intéressante parce que ça nous fait complètement déborder de notre terrain d'enquête. On va aller jusqu'à Tromsø tout au nord, rencontrer des spécialistes de divers domaines et on se retrouve avec une carte d'enquête et ça c'est quelque chose qui sera assez récurrent, qui n'arrête pas de déborder en fait, qui veut jamais rester là où on voulait, un terrain qui reste jamais stable, qu'on ne peut pas circonscrire quoi, d'une certaine manière. Alors, je sais pas ça. Oui. Donc voilà, on se retrouve avec cette question, puis on se retrouve avec cette question de comment raconter tout ça, comment restituer tout ça. Surtout que tout commence à s'inverser, c'est-à-dire que la périphérie revient au centre, ces confins du monde que sont l'Arctique, on le voit de plus en plus avec la question climatique, vient au centre. Et puis, toutes nos enquêtes, qu'elles soient en Norvège, qu'elles soient en Arctique, qu'elles soient au sud du Brésil, mais aussi à Niterói, qui est la ville en face de Rio, dans la baie de Guanabara, où on a aussi fait une enquête sur les conséquences d'un glissement de terrain suite à des fortes pluies, un glissement de terrain d'une communauté, d'une favela, on pourrait dire, même si c'est un terme qu'on n'emploie plus maintenant au Brésil, mais d'une communauté et donc qui a été catastrophique. Et également l'enquête qu'on a fait aux États-Unis à Buffalo sur la question de la gestion de l'eau dans la ville et même un peu plus loin, jusque dans la réserve des Six Nations. Et donc on s'est rendu compte que petit à petit, toutes ces enquêtes étaient imbriquées, qu'elles résonnaient, que ce qui était confiné s'ouvrait, ce qui était aux confins revenait sur le devant. Et on s'est posé la question de comment on restitue tout ça. On a commencé à se dire qu'on allait faire des assemblées, des assemblages. Et donc on a exploré différents types d'assemblées. Alors des assemblées, on va dire performatives. Donc ça, c'est au théâtre de l'Usine, par exemple, où on a fait 2 pièces, donc en 2014 et 2015. Une plus collective et une où on était tous les deux, donc qui sont des sortes de conférences performées, on va dire. On a fait également des installations, on a fait également des publications, des réécritures, puisque là, c'est une réécriture qu'on a fait pour la Biennale du Mercosur à Porto Alegre, qui s'appelle le lithographe. On en a fait une très récemment avec la chercheuse Emilie H, qui est en fait une réécriture écoféministe de la nouvelle. Donc voilà, comme si c'était pas 3 hommes mais 3 femmes. Donc d'autres manières, voilà, d'assembler un petit peu ces enquêtes, soit en essayant de faire rentrer nos archives, en les faisant résonner avec Pau, ou alors en imaginant d'autres scénarios. On a aussi ce jeu de cartes, donc, dont vous avez certaines cartes en main, qui est aussi une autre manière de raconter nos récits, de les réassembler, de créer de nouveaux assemblages. Et puis voilà, ça c'est une installation au centre de la photographie à Genève, donc pas mal d'installations aussi, des ateliers, des workshops et aussi, j'allais oublier, des marches, des assemblées flottantes comme à Buffalo où on est parti sur l'eau avec un bateau et on a rassemblé, pas tous, on n'a pas pu, mais une partie des gens qu'on avait rencontrés pour rééchanger autour à la fois du récit de Pau et de ce que eux nous avaient apporté. Et la prochaine assemblée, on va dire, qu'on prépare, c'est un film, une marche dont parlera tout à l'heure Aurélien. Je vais revenir juste sur la petite photo de Kircher. Donc ça, c'est un dessin de Athanasius Kircher, qui est un jésuite du XVIIe siècle, qui en fait est cité
qui est cité indirectement dans la nouvelle de Poe, donc par Poe. Et Kircher a une théorie assez intéressante. Tu vas nous la raconter, parce que tu la racontes beaucoup mieux que moi. Tu me regardes en l'air. Oui, enfin, cette représentation, justement, parce qu'il y a toute une histoire des représentations scientifiques du maelstrom qui vont de choses assez fantasmées jusqu'à des choses qui sont plus proches de l'observation. La théorie de Kircher, qui est assez géniale, c'est que le maelstrom serait l'entrée d'un espèce d'énorme tunnel souterrain dans lequel l'eau va s'engouffrer. Puis c'est toute une espèce de tuyauterie souterraine, comme ça, tout le long du globe. Elle va ressortir dans le golfe de Botnie, qui est à l'intérieur, si vous voulez, du coude que fait la Scandinavie. Et il développe même toute une théorie qui expliquerait, grâce à plein de mini-maelstrom connectés aux montagnes, ça expliquerait l'existence des rivières. Donc voilà, il se fabrique une représentation qui, aujourd'hui, scientifiquement, semblerait assez fantaisiste, mais qui nous intéressait beaucoup de voir un peu quels étaient des tunnels souterrains qui pouvaient opérer entre un contexte d'enquête et d'un autre, en fait. C'est peut-être pas une très bonne image scientifique du maelstrom, mais c'est une assez bonne image de notre enquête. Ouais, à nous, puis qui nous amène un peu sur cette question de le projet actuel, l'assemblée ultime actuelle, qui est le projet de embarquer des gens qu'on a rencontrés dans différents contextes de nos enquêtes sur les lieux même de la nouvelle, et donc au sommet de cette montagne, là où commence le récit de Poe, là où on a un échange très intéressant entre quand même un narrateur qui est un enquêteur et puis le témoin, le survivant, et qui vient créer les bonnes conditions de vision et de partage d'expérience, de transmission d'expérience. Et ça nous intéressait, parce que c'est un peu un truc qui s'est passé tout du long de notre enquête. On n'arrête pas de rencontrer des gens qui nous emmènent à un endroit, qui nous montrent voir quelque chose, qui doivent recréer des conditions spécifiques pour qu'on puisse voir ce qu'eux arrivent à voir. Heike Wester, par exemple, disait à nous, elle essaie d'amener les pêcheurs sur son bateau pour qu'ils viennent entendre ses sons, elle essaie de faire bouger les politiques, il y a toute une mobilisation à faire. Comment créer les bonnes conditions de partage de savoir avec ce type d'enjeu qui déborde sans cesse, quoi. Du coup, voilà, objectif, l'étant de convoquer une sorte d'assemblée au sommet de cette montagne, au sommet de Elzega, pour pouvoir un peu rejouer cette scène, rejouer cette dynamique, questionner ce texte, et puis être dans une dynamique de partage de savoir entre ces différents sites d'enquête. Oui, et puis aussi s'interroger sur la position qu'on a, où est-ce qu'on se place dans le maelstrom, au bord du maelstrom, est-ce qu'on est en surplomb? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose aussi et qu'on aimerait expérimenter avec tous ces gens qu'on va amener, avec ces scènes qu'on aimerait rejouer tout en haut de la montagne. Une petite provocation que nous avait fait Bruno Latour quand on a fait un entretien avec lui sur le sujet, c'était de nous dire, mais avec la crise écologique, il n'y a pas de en dehors d'eux, donc il n'y a plus personne qui est en dehors du maelstrom, on est tous dedans, donc en fait la montagne n'existe plus, c'est une fiction, c'est les modernes, ils sont là-haut sur la montagne. Ça, c'est son obsession à lui, qui marche assez bien, mais il y a aussi d'autres façons de voir cette montagne qui nous intéressaient. Mais ce serait quoi cette montagne si elle se trouve à l'intérieur du maelstrom? Enfin, il y a pas mal de questions de comment scénariser sa propre position par rapport à des questions de risques environnementaux, qui sont intéressantes et qui seront intéressantes à tester dans ce film. Sur ce, du coup, on termine ce qui est la partie présentation strictement parlée, et on va vous diffuser quelques images de la marche de repérage qu'on allait faire donc sur cette montagne. 3 jours de marche minimum, c'était un petit peu plus pour nous. 5, tu veux dire. Ouais. 4 jours et demi de marche pour arriver jusque sur cette montagne. Il n'y a plus aucun village, il n'y a plus personne, c'est complètement sauvage, etc. Alors que le reste de la région est quand même plutôt pas mal habité et touristique. Pour arriver jusqu'au sommet de cette montagne. Donc, on arrive sur la partie questions-réponses. Avec la proposition, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient envie de jeter un œil sur la carte que vous avez reçue, voire de la lire? Ça peut être une des façons de commencer un échange. Moi, je veux bien, mais c'est quand même trop dramatique. Je crois que c'est un épisode dont vous avez parlé, puisque ça dit, c'est l'interlocuteur, c'est un mail envoyé par l'ancien directeur de Hydra Tidal, concepteur du prototype de centrale énergétique flottante Marild, ou Morild peut-être. Donc notre prototype a fonctionné, techniquement c'était une réussite. En fait c'est un ensemble de conditions spéciales qui ont brisé cette technologie en soi très performante, un temps extrêmement mauvais et de très hautes vagues.
Ce qui est arrivé au Morilde. Par 2 fois, nous avons eu des vents de la vitesse d'un ouragan, ce qui a fatigué la structure en acier. Le Moskenne-Straumen est intéressant, mais avec mes connaissances aujourd'hui, je ne recommanderais pas de puiser de l'énergie renouvelable dans cette région. C'est trop dramatique. Quelqu'un d'autre a envie de dire quelque chose? Merci. Il serait dommage de laisser tous ces beaux textes inexprimés si personne d'autre ne les lit. Alors, partir ensemble ou rester ensemble? Je devais choisir et j'ai décidé là, par cette belle journée, que je devais abandonner mes parents, mes oncles, ma famille ici. J'ai compris qu'à partir du moment où je décidais de quitter ce lieu, ils n'avaient aucune chance de survivre. Ils devenaient vieux, mon père avait plus de 50 ans à cette époque. Mon grand-père en avait à peu près 80. Ma grand-mère, mes oncles et tantes, aucune chance. Il est redescendu et son père l'a regardé. Il avait compris. Sans échanger un mot, il avait compris sa décision. Il a dit: mon avis est que si l'un de nous décide de partir, tout le monde doit partir. Mais si l'un de nous décide de rester, tout le monde doit rester. Nous ne devons pas nous séparer, nous devons partir ensemble ou rester ensemble. Bien. Vous voulez en lire un? Parce que le texte que tu as lu, c'était assez impressionnant parce que c'est exactement les images qu'on voit, parce que c'est le village abandonné. Donc, voilà, donc c'est l'histoire de Otard d'ailleurs qu'on a vu à un moment donné, qui portait une peinture, là il y avait une photo, et qui raconte l'histoire de la famille de sa femme. Donc, dans les années 50, ils ont dû abandonner le village puisqu'ils ont construit des routes en Norvège et les routes elles s'arrêtaient avant la montagne, enfin, derrière la montagne, donc elle n'allait pas jusqu'à ce village qui était en face du Maelstrom. Et la petite histoire, c'est qu'ils ont tout démonté, en fait, ils ont démonté l'ensemble des maisons qu'ils ont reconstruites telles quelles de l'autre côté. C'est un peu compliqué de lancer la discussion après ça, mais on va quand même essayer. Moi, je voudrais vous poser la première question, qui est ce qui m'a frappée quand j'ai pris connaissance de votre projet, qui était que le titre de ce projet, dont on ne sait s'il est effectivement une recherche artistique ou une recherche anthropologique, enfin qui est un peu dans cet entre-deux, c'est que le titre de ce projet, c'est la méthodologie utilisée. Et que ça pourrait être donc un conte, un récit comme outil. Et que ça pourrait être n'importe quel outil, n'importe quel récit appliqué à n'importe quel contexte. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer un peu par rapport à ce choix de titre de projet, alors que c'est très spécifique. Enfin, c'est pas n'importe quel récit qui n'est pas appliqué à n'importe quel contexte. Juste un petit détail pour pouvoir, juste pour une première réponse, ça n'a pas été le titre dès le début, ce qui explique aussi que c'est assez spécifique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a eu différents noms. Il a eu Into the Maelstrom. Ensuite, quand on est passé à la phase performance au théâtre, ça a été M68M ou Maelstrom. Ça y est, j'en oublie. Enfin, on a eu différentes. On a eu même au Brésil, on a eu surfer le Diluvio. Diluvio, c'est en fait un affluent qui se jette dans le Guaíba à Porto Alegre. Et le Diluvio, c'est aussi le déluge portugais. Donc on jouait sur ça. Donc en fait, on a à chaque fois inventé des noms. Et en fait, ce dernier nom, qui effectivement tend à rester, parce qu'il fonctionne bien quand même, et qui effectivement, il parle bien de notre méthodologie, mais il est assez nouveau. Donc avant qu'il s'impose, c'était quand même très spécifique sur cette nouvelle... Enfin, ça se sentait dans le titre. Je sais pas si tu veux... Ouais, mais juste pour dire quand même, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se faire avec d'autres récits. Et dans plein d'autres endroits, d'autres récits seraient peut-être beaucoup plus adaptés. Nous, ce qui était particulier, en plus, c'est qu'on se trouve quand même dans une situation où on amène ce récit comme un espèce d'objet hétérogène, et on voit comment ça fait réagir des personnes dans un contexte donné, avec leur propre savoir et savoir-faire locaux. Le fait est qu'en amenant cette espèce d'objet hétérogène, ce qui est intéressant, c'est que ça le transforme, ça l'amplifie. C'est comme un couteau suisse où on n'arrête pas de découvrir des nouveaux usages possibles, en fait.
Mais c'est vrai que c'est aussi dû quand même à des qualités qui sont propres à ce récit de Pau qui fait que ça fonctionne assez bien sur ça. C'est qu'il a une architecture très particulière, il est extrêmement détaillé. Pour une raison ou une autre, même dans des contextes qui peuvent être assez éloignés de l'océan, les histoires de marins, c'est quand même, ça frappe assez bien l'imaginaire. Et on se rend compte que ça mobilise les gens. Ils mobilisent leurs propres affects. On est toujours surpris de voir des fois que c'est le climatologue qui va nous parler de son souvenir d'enfance et le pêcheur qui va nous parler de ses savoirs. Enfin, ça brouille comme ça un petit peu les catégories justement d'expérience et d'expertise de manière particulièrement intéressante parce que tout est déjà là, mis en scène dans ce récit de Pau. Donc c'est aussi parce qu'il a des qualités qui lui permettent ça, d'essayer de questionner de manière assez auto-réflexive en fait, la façon dont on peut justement se fabriquer des savoirs en situation face à la crise écologique, mais toujours en partant d'un endroit très précis et très situé. Donc on parle de phénomènes qui sont globaux, mais qui prennent des formes extrêmement différentes selon les lieux. Donc nous, en amenant ce récit qui met en scène ça de manière tellement forte, l'idée c'est que ça peut nous permettre d'aller chercher quelque chose qui est de l'ordre d'un global sans avoir besoin d'imposer une image globale, en fait, de dire nous on bosse sur l'anthropocène. C'est vrai que j'ai bossé sur un projet sur l'anthropocène, mais là ce que je trouve fort avec ce projet, c'est qu'on n'a pas besoin de jeter ce mot. Il vient chez les gens s'il y a besoin. C'est ce que je trouve c'est un des liens que je peux faire entre votre travail et celui de Patrice Ravira, qui est de partir effectivement de choses très locales et très individuelles et très personnelles, et de toucher au global par ce biais-là. Mais il y a une autre question que je voulais... Patrice et Ravira ont terminé en disant... Enfin, Patrice, en tout cas, a énoncé que l'artiste ne deviendrait pas scientifique et le scientifique artiste, mais que le point d'interface, plus on arrivait à l'épaissir, à lui donner une largeur, et que c'était là que se situait le point de rencontre. Comment est-ce que alors, en termes artistiques, j'y reviendrai, on comprend bien ce que vous en faites. En termes anthropologiques purement scientifiques, je suis intéressée de savoir comment vous déroulez, qu'est-ce que vous déroulez du coup, qui n'est pas. Comment est-ce que vous récupérez ce matériau et qu'est-ce que vous en faites dans une revue d'anthropologie ou dans un colloque d'anthropologie? Alors la question, elle est très nouvelle, elle se pose maintenant parce que jusque-là, c'est un projet sur lequel j'ai mobilisé mes compétences méthodologiques, mais dans lequel je n'ai pas affirmé comme une recherche purement anthropologique, parce que on ne la ferait pas exactement de cette manière-là. Oui, l'anthropologie, ça se fait sur le long terme. Donc, il se trouve que sur le Brésil, où j'ai vécu, j'ai pu faire un terrain sur le long terme, mais à chaque fois, ou même sur la Norvège, on est revenu plusieurs fois, mais on n'a pas toujours la possibilité de faire de l'observation participante telle qu'on le ferait en anthropologie. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Alors après, il se trouve que la question se pose, puisque là, on va publier dans une revue d'anthropologie qui s'appelle Technique et Culture. Et donc là, effectivement, la question se pose de qu'est-ce qu'on tire de ça. Alors, de nos jours, en anthropologie, ça commence à être des choses qui sont très travaillées. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas dans les sciences dures, donc bon, l'anthropologie a déjà une grande familiarité. Il y a des entremêlements avec la littérature dans l'histoire de l'anthropologie depuis un petit moment, depuis le postmodernisme, depuis les années 70. C'est des choses le fait d'écrire, les monographies, ça c'est des choses qui sont énormément traitées. Mais de plus en plus, il y a de plus en plus de rencontres, de travail entre artistes et chercheurs. Mais ceci dit, la question reste entière. J'avais justement une discussion avec une anthropologue du CNRS qui s'appelle Sophie Houdard, qui est assez connue, que sûrement vous connaissez, et on a le même questionnement, c'est-à-dire c'est quoi le statut de ce qu'on fait? Comment alors, effectivement, on a un souci d'embarquer les gens, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec ce qu'on a, on peut embarquer les gens autrement, on peut les amener ailleurs, mais en même temps, on est toujours sur ce questionnement, c'est quoi le statut de ce qu'on fait, c'est quoi les statuts de ces données, jusqu'où elles nous donnent accès à une information, on va dire, qu'on va pouvoir étudier scientifiquement, qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça fabrique. Et que je regardais ces textes et je me disais, je naviguais dans ces textes et je me disais que c'était quasiment aussi une œuvre sans public.
C'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire là ce soir, en demandant aux gens de lire des choses, que le projet, il n'existe que si on est participant en tant que public de la chose. Oui, alors, mais qui n'a pas de forme, du coup, que c'est un projet d'une certaine manière, oui, informe, enfin, au sens de fluide. Pour répondre à ça, enfin, juste la première raison de l'existence de ce site internet, les jeux de cartes, c'est quelque chose qu'on a dû commencer à développer parce qu'on avait juste besoin en situation, en fait, et puis on l'a expérimenté dans plusieurs types de situations et ça a donné des trucs assez surprenants. Et le site internet, c'était parce qu'on était face à cette limite que quand on intervient dans un contexte donné, on a aussi besoin que ces tunnels souterrains, les gens puissent le faire sans nous, en fait. Donc il fallait qu'il y ait un espace qui permette aussi de favoriser ces circulations. Et puis qu'on a souvent travaillé aussi avec des relais. Ça peut être avec une personne qui est une militante dans tel contexte, un Niterroy, ça peut être avec un curateur ici, ça peut être avec, dans une association, un scientifique là, etc. Comment est-ce que ces personnes vont pouvoir se frayer leur propre chemin dans notre enquête pour qu'on puisse travailler avec eux et mobiliser, activer comme ça des parties de notre enquête. Donc du coup, le site, il servait à la base vraiment à ça. Donc il y a un côté un peu dans notre enquête où on crée une espèce d'archive un peu dormante, comme ça, qui a besoin d'être activée. Et c'est beaucoup ce type de format qu'on recherche, c'est des formats qui sont des moments d'activation. Et le truc particulier avec ça, c'est que du coup, dans une exposition, souvent se passent des événements. Si, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers, il y a des échanges, il y a des etc. Donc du coup, en fait, on n'est plus forcément dans un moment d'exposition où on voit une œuvre finie et puis tout est là clé en main, mais on est dans une exposition qui invite les gens à venir être partie prenante. Il y a des entretiens qui peuvent se faire à l'intérieur de ça. Il y a des rencontres qui peuvent donner lieu à d'autres collaborations à partir de là. Et donc du coup, on a essayé d'utiliser ces espaces aussi comme des espaces qui n'étaient pas une sorte d'après-enquête, un espace de représentation, mais qui étaient des moments de prolongement de l'enquête, avec des résultats divers, mais par exemple au centre de la photo, ça a plutôt bien marché, ça donnait des choses assez surprenantes en fait. Le public vient pour une conversation, ça finit par durer 4 heures, les gens s'interviewent mutuellement et on ne sait plus dans quoi on est, et à la fin on se retrouve avec du matériau avec lequel on pourrait travailler, et on a 50 nouvelles cartes. Qui ne sont pas encore faites. Mais... C'est vrai qu'on cherche à des formes qui vont être activées. Donc on cherche la participation d'une certaine manière, ou on la provoque. Donc il y a cette idée d'activation. Et je crois qu'il y a aussi l'idée de proposer des formes qui vont explorer la question de comment se rendre sensible à ce qui vient, à ce qu'on va affronter. Donc c'est sûr que il y a l'idée de formes qui peuvent engager, ou dont on va devoir faire un parcours, effectivement, naviguer, activer. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette question qui plane. Oui, alors, j'allais dire, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle ? Et Raviera et Patrice, peut-être, vous avez envie aussi d'intervenir, ou on se fait... Oui, enfin, vous êtes bien là aussi. Moi, je trouve que... ce que j'aime bien dans cet auditorium, je fais juste une parenthèse, c'est que c'est vraiment... Enfin, on se voit les uns les autres. Il y a un côté... donc, n'hésitez pas à parler entre vous. Sans moi, ça sera parfait. Vous avez présenté un exemple de synergie qui est extrêmement riche et qui, on a l'impression que finalement arrive à prendre tout chemin possible et qui peut vraiment tout amener en soi. Et celle qui, finalement, cette synergie est bien presque une symbiose entre vous deux, donc dans laquelle on n'arrive presque pas à distinguer l'un de l'autre. Et donc finalement, c'est l'ensemble qui devient un objet unique, une créature unique. Justement, je me demande si, comme une sorte de master blaster, dès que vous êtes séparés, est-ce que vous avez un cœur, vous arrivez à garder la même puissance, la même énergie, la même
la même dynamique à l'intérieur de vos disciplines, par exemple séparées, autant qu'artiste, autant qu'anthropologue. Aussi, finalement, vous avez renoncé à cette identité séparée pour une identité synergique propre, pour une sorte de symbiose unique. Wow. Alors oui, alors juste pour préciser, d'ailleurs, je précise que même si effectivement on est en symbiose quand on fait des choses, au point que tout est signé nous deux, y compris s'il y a des choses qu'on sait plus faire l'un ou l'autre, c'est vraiment un choix. Donc ça... Alors moi, pour ma part, je dirais, c'est vraiment un truc qui fonctionne tous les deux. Oui, en dehors de, c'est un projet unique que j'arrive pas à, j'apporte des éléments, ça m'imprègne dans mon travail, mais j'ai presque, il y a des moments où j'ai presque trop de soins pour ce projet, pour avoir envie comme ça de le multiplier. Il est vraiment, il est unique comme ça. Peut-être sur cette dimension de symbiose, ce qui est intéressant, c'est que c'est parce qu'on l'a complètement fabriqué en chemin. Et puis passer du temps ensemble en enquête, à tester des façons, ne serait-ce que faire des entretiens ensemble, alors qu'à la base, on était quand même hyper différents. J'ai une petite anecdote sur ça qui est marrante, c'est que au début, je sais plus, je parlais tout le temps, non ? Enfin, il y avait un truc, on avait quand même une manière assez différente. Ma méthode à moi, c'était je pose plein de trucs sur la table, je force plein de trucs, puis la personne doit se battre pour réagir sur les choses, puis après, c'est bon, on l'a lancé. Et toi, tu avais quand même plus une habitude de un silence peut être intéressant. Peut-être que la personne, elle a besoin de temps pour tout à coup commencer à mettre un mot sur quelque chose. Puis tu me faisais des grands yeux en mode, mais là, tu as gâché un moment important, je pense. Et moi, chaque vide, je bombardais de trucs de stimulation. Donc, aussi, hein, on se dispute. Ça, c'était le début. Puis après, on s'accorde, on teste des façons, etc. Mais c'est vrai qu'on est parti sur un format qui, on va dire, était plutôt un format d'enquête artistique aussi, parce qu'on était invité par une biennale. Donc... Et puis aussi, je pense que des fois, des anthropologues, tu leur dis, tu peux bosser complètement comme tu veux, sans aucune contrainte, tu fais tout ce que tu veux, tu es libre. Ça donne envie quand même d'explorer un peu, je sais pas. Donc du coup, on était comme ça dans des... Ouais. Et puis justement, un des premiers rendus, un truc qu'on a produit, c'était ça. C'était un petit texte de fiction qui proposait une frayée dans un terrain d'enquête à Porto Alegre, que quand même tu as écrit, hein, toi. Même si, comme tu dis, on signe tous les deux. Quand c'est du dessin, c'est un peu plus moi, ça c'est le truc derrière. Mais en même temps, on discutait de tout ensemble. On discutait du scénario ensemble. Les dessins, même que je réalisais, on discutait ensemble de comment on allait, qu'est-ce qu'on allait dessiner concrètement. Donc en fait, on s'est fabriqué cette espèce d'espace commun avec un moment un peu indécidé de symbiose peut-être certes, où tout à coup, on fonctionne hyper bien ensemble. Mais ça pose des questions encore non résolues en termes de comment produire des formes spécifiques à nos champs, à quel point est-ce qu'il y a besoin, est-ce que la forme art-enquête c'est bon et puis on peut juste occuper ça, et en même temps je pense qu'on est, et c'est marrant, après presque 10 ans les deux, encore un petit peu pas complètement satisfait de se dire on peut faire des choses en plus. Donc là par exemple cet article, il y a un truc à tester, des formes artistiques et des trucs à tester, puis le film, on met quand même beaucoup d'espoir dans cette histoire-là aussi, d'avoir peut-être tout à coup une forme un petit peu plus autonome pour partager ce qui nous semble être fort et important dans notre enquête, qui autrement a tout le temps besoin d'être activée, a tout le temps besoin qu'on soit là. Et c'est vrai, juste pour ajouter, parce que je pense que c'est important, effectivement, on est tout le temps confronté, d'un côté, l'art, il faut faire des formes, des choses un peu plus, justement, peut-être... qui tiennent toutes seules, et puis du côté de l'anthropologie, là justement on le vit avec cet article, des exigences qui sont autres, et du coup à chaque fois on est toujours dans cette ligne de crête, comme ça, d'essayer de tenir ce projet là où il est, ce qui est loin d'être évident en fait, parce qu'il y a vraiment une exigence, une demande de chaque côté, et pas la même. Raviera et Patrice, est-ce que vous avez envie de rajouter ou de réagir sur... Je voulais réagir sur autre chose, mais voilà, c'est sur l'importance du récit. Oui, et en absolument. fait, je trouve que, en fait, à la fois dans le récit scientifique ou le récit fictionnel, on va dire, il y a des technologies littéraires qui sont mises en place dans l'annonciation, dans la façon dont le lecteur va recevoir, dans la réception de l'œuvre, et qui vont créer du savoir d'une façon ou d'une autre avec leur propre méthode. Et vous jouez de ça, vous dites oui, on travaille sur la fiction, mais finalement il y a toute une partie d'enquête, donc de méthode, qui est avec tes propres compétences,
qui sont mises sous cette forme-là et qui rejoint ce que tu disais, Annick, par rapport au récit vernaculaire. Et que comment, en fait, finalement, les deux à la fois, on va dire, les récits savants et les récits non savants, avec ces deux catégories qu'on avait avant, finalement, il y a un dialogue qui a été créé, qui enrichit l'un et l'autre. Et même, il y a tout un travail de Frédéric Toiti, je ne sais pas si vous avez lu, qui parle de cette dichotomie qui a eu lieu et comment maintenant les études d'histoire et de littérature créent même des catégories, on va dire, qui sont plutôt qui vont de fictionnalisant, je crois que c'est plutôt des sortes de cadres qui sont pas complètement enfermés, mais plutôt des tendances des deux récits, à la fois scientifiques ou fictionnels, quoi, littéraires, quoi. Ouais, mais pour moi, il y a divers points communs que je trouve entre vos deux projets. Effectivement, cette relation à l'individu, au collectif, au local et au global, mais aussi, comment dirais-je, une dialectique entre l'expérience de phénomènes physiques et l'expérience de phénomènes sociaux, et comment les uns s'imbriquent dans les autres. Et ça, c'est vrai dans vos deux projets, même si c'est clairement exprimé ici, et peut-être il faut être attentif à vos projets pour voir où se situe l'humain dans le projet, avec ces trois niveaux qui est effectivement l'expérience du récit, et quelle que soit la nature du récit, mais aussi l'expérience physique, physique dans les doubles sens du terme, c'est-à-dire ce que nous on éprouve dans le monde, et aussi comment on va traduire ça dans la physique. Enfin, je trouve intéressant aussi ce mot de la science physique, on va pas jouer sur les mots, mais quand même, et en relisant la nouvelle d'Edgar Poe, mais moi je pensais à Patrice et à toi, Manuela, sur le surf, parce qu'il y a quand même cette idée d'une observation scientifique, et que le mec il est en train d'inventer le surf pour s'en sortir. Donc le tout dans un récit de fiction. Et aussi, ce que je trouve important, c'est la relation à l'émotion dans les deux projets. Une émotion qui est indispensable, et une émotion qu'il faut contrôler, et une émotion qu'il faut susciter, rendre compte, et cette dialectique entre comment je prends l'émotion dans le réel et je la distance, ou comment je la réintroduis mais en la contrôlant. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui traverse vos différents projets par rapport à ces questions, en partant d'une certaine façon, aussi bien dans le rendu des objets, entre guillemets, que dans les points de départ, qui n'ont pas l'air si évidentes que ça au départ, hormis ce fil aquatique un peu léger. Et j'ai posé la question que je viens de poser à Sandrine sur comment est-ce qu'elle traduit toutes ces histoires-là dans une revue officielle d'anthropologie. Toi, est-ce que dans les publications scientifiques que tu as pu faire, tu réintroduis une partie de ce travail, ou pas nécessairement, ou ça s'y prête pas, ou... Non, tu es au courant. Nous avons une publication commune sur le travail du pli. Et puis on a toujours le projet d'en faire une autre sur obsession, où il y a vraiment une découverte, c'est un grand mot, mais une explication d'un phénomène un petit peu étonnant, et qu'il faudra mettre en forme. Il y a une thèse à écrire. Mais c'est vrai que c'est aussi une souffrance d'écrire à deux. Je pense pour n'importe qui, d'écrire à deux des choses. On n'a pas. Je me rappelle très bien sur le premier article que nous avons fait ensemble. J'avais peut-être plus l'habitude que de Ravira d'écrire des articles, et donc rapidement j'ai pondu à un premier draft. Et Ravira est revenu vers moi en me disant mais comment veux-tu que je rentre là-dedans? Alors écoute, c'est exactement ce qui nous arrive.
Alors nous, ça s'est fait parce que tu as écrit une section complémentaire qui est venue compléter l'article qui s'appelle « Le point de vue de l'artiste », si je me souviens bien. Mais c'est vrai que c'est une difficulté, cette chose-là. Inversement, Ravira a participé comme co-auteur à des conférences générales où j'étais invité, où j'ai donné des conférences, où j'ai mentionné et présenté ce travail scientifique. Et Ravira est co-auteur de ces publications de conférences dans les Proceedings, par exemple. Et ça, je suis maître de présenter ce que je veux. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là. Je vous invite à rejoindre le buffet. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous dans la salle.